merci beaucoup pour votre invitation. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup. En quelques mots, donc, moi je suis romancière. Je travaille aussi dans la protection de l'enfance. Voilà, ça c'est pour manger, on va dire, mais c'est aussi quand même un travail très prenant et très intéressant qui m'apporte beaucoup. Donc j'ai 55 ans, j'ai 2 enfants. On dirait une gamine, hein? Oui. Bientôt elle va être grand-mère, tu vas voir, mais elle a dit que non. Mais... Ah oui, vous faites très jeune. C'est vrai? Ah oui, hein? Pourvu que ça dure. Oui, pourquoi pas? C'est à l'intérieur. Et oui, c'est ça, donc j'en profite. Ça passe un peu. On va pas retourner à la face. Il paraît. Donc, à l'heure actuelle, j'ai écrit 4 livres. Et là, je vais sortir pour Noël un roman pour les enfants. Voilà. Quoi d'autre? Donc, je suis, comme vous avez pu le lire dans ce livre, je suis née à Yerevan, en Arménie soviétique, à l'époque de l'URSS. Mais alors que mes parents, mon papa est né à Marseille et ma maman est née en Syrie, à Alep. Donc c'était vraiment assez incongru que ma sœur et moi naissions dans ce pays-là. Donc c'est vrai que la géopolitique, finalement, quelque part, elle a influencé toute l'histoire de ma famille. Alors pourquoi écrire l'histoire de ma famille? Parce qu'en général, moi j'écris des fictions. C'était à la demande de mon père, en fait. Ma sœur venait d'être grand-mère. Et en fait, elle a eu 2 petits-enfants à 1 mois d'écart, parce qu'elle a 2 filles, et elle a eu un petit-fils et une petite-fille. Et un jour, mon père, on avait fini de manger, on était à table, et on était contents, parce que c'était les premiers petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour mes parents. Et mon papa me dit, oh là là, quel dommage, toutes les histoires de notre famille, quand eux, ils auront 20 ans, quand ils auront l'âge de les entendre, moi, je ne serai plus là. Et, parce qu'il a quand même 88 ans, mon papa. Et il me disait, c'est vraiment dommage, tout ça. Et du coup, j'ai eu une idée, je lui ai dit, mais tu sais, papa, il existe quelque chose qui s'appelle la technologie. Et si tu veux raconter ces histoires, tu peux le faire. Moi, je te filme. Et ma mère, pareil. Et comme ça, quand ils auront l'âge, dans 20 ans, d'écouter toutes ces histoires-là, que tu sois là ou pas là, finalement, tu seras quand même là. Et il m'a dit, bonne idée, mais bon, qu'est-ce que je peux raconter? Je ne sais pas trop. Il cherchait, je dis, on va commencer par l'arbre généalogique. Donc il m'a raconté son papa, sa maman, ce qu'il savait de ses grands-parents, donc il n'a jamais connu, enfin toutes ces histoires. Puis alors, j'allais régulièrement, je vais toujours régulièrement chez eux, et à chaque fois, quand j'arrivais, à peine on se disait bonjour, et tout de suite, ah mais tu sais, maman elle a quelque chose à raconter, allez sors ton téléphone, bon parce que je le filmais sur un téléphone portable, tout bête, hein. Et finalement, voilà. Et finalement, j'ai eu des heures et des heures de matière, d'enregistrement, et même moi, je le dis à un moment donné dans le livre, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Ça fait 50 ans que c'était pas un secret vraiment, mais on n'en parlait pas vraiment. Et pour eux aussi, ils m'ont dit que finalement, c'était une expérience, parce que du coup, ça leur a ouvert des nouvelles pistes de conversation. Tiens, tu te souviens en 1942, ou tu te souviens quand on s'est rencontrés, comment ça s'était passé la première fois, tout ça. C'était des choses que finalement, au bout de 65 ans de mariage, c'est des choses dont on ne parle pas au quotidien. Et finalement, ça a été un peu comme un travail on va dire, d'archéologie, d'archéologue. On sort une pierre, on nettoie, on découvre quelque chose, et puis on sort une autre pierre, on nettoie. Et en fait, on a pu reconstituer comme ça
pas très très longtemps, on a pu reconstituer que sur 3 générations. Déjà pas mal. Alors moi, je fais aussi des ateliers de généalogie et parfois mes élèves me disent « Oui, alors je suis remontée jusqu'en 1400. Je suis jalouse parce que je me dis « Mince, moi qui n'ai même pas une photo de la grand-mère de ma mère, je connais à peine son prénom, je n'ai même pas son nom de famille. » Donc je suis un peu jalouse parce que je me dis quand même quel dommage de perdre tout ça. Et bon, après, mieux vaut tard que jamais. On a eu ce parti pris de commencer à raconter à partir donc, de mes grands-parents. Donc 3 générations finalement. C'est déjà pas mal, hein, ça fait quand même un bouquin. Et oui, alors du coup, une fois qu'on a terminé, on va dire entre guillemets, mon père me dit, mais écoute, toi tu écris tu inventes des histoires, là tu as une histoire toute prête, vas-y lance-toi, écris le livre. Et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ce que je dois faire. Et j'ai commencé à retranscrire ce qu'il m'avait raconté, et puis je me suis rendu compte que c'était pas très très lisible, entre guillemets, parce qu'il manquait plein d'ingrédients, il manquait plein de choses. C'est un peu comme si on a envie de faire un 4 quarts, on a les œufs, on a la farine, et le problème c'est que voilà, il manque le liant, il me manquait quand même beaucoup d'informations que mes parents n'avaient pas, notamment sur mes grands-parents, puisqu'ils sont tous morts, hein, quasiment tous avant ma naissance. Et je me suis dit non, c'est quand même une histoire avec des tiroirs, avec des rebondissements. Bon, tout ce que je raconte là-dedans est vrai, mais c'est vrai que je me suis amusée à en faire quelque chose d'épique, quelque chose qui soit quand même agréable à lire, entre guillemets. Donc j'ai inventé des personnages secondaires, j'ai inventé quelques situations, je suis allée piquer aussi certaines situations dont j'avais connaissance pour les remettre un petit peu dans la boucle pour que ce soit quand même intéressant. Et je ne sais pas si vous en êtes un petit peu rendu compte, mais au fil de la lecture, il y a vraiment 2 parties. Il y a une partie qui est avant mes parents, où là, c'est assez épique, il y a de l'amour quand même, hein, malgré tout, même s'il n'y a pas que des têtes arrachées, des femmes éventrées. Hein, s'il n'y avait pas d'amour, je ne serais pas là. Oui. Donc, malgré la guerre, malgré les horreurs, etc., on continue quand même d'être des humains. Il y a des trahisons, il y a des... Voilà. Et j'avais envie vraiment que ce soit quelque chose... que ce soit une histoire quand même lisible, une histoire qu'on ait envie de tourner la page et de se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce qui va se passer derrière. Et après, il y a toute la partie qui se passe donc en Arménie soviétique, où là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ton change, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est les retranscriptions quasiment mot pour mot de ce que m'ont raconté mes parents, parce qu'ils l'ont vécu. Donc je n'avais plus besoin de faire appel à mon imagination pour combler les trous, parce que quand j'étais en train d'écrire et qu'il me manquait un détail, allô maman, en fait il me manque tel détail, et bon, elle réfléchissait et puis elle me le disait, et du coup je pouvais l'écrire. Et c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup plus réaliste et beaucoup moins romanesque dans le livre. Et je me suis dit quand même... c'est dommage que toutes ces heures de films, c'est dommage de les garder que pour les petits-enfants. Et j'ai eu l'idée d'intégrer le film dans le livre, avec ces petits QR codes. Donc je me suis dit, est-ce que je les mets tous à un moment donné ? Et puis je me suis dit, non, en fait, je vais parsemer le livre. C'est-à-dire, donc, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir, mais vous allez lire un passage, un chapitre, après derrière vous allez flasher le QR code,
Et vous tombez sur le petit film où mon père ou ma mère raconte ce que vous venez de lire. Comme ça, vous avez la partie témoignage du vécu vraiment avec leurs mots à eux. Et vous avez aussi la partie romanesque, romancée, la partie écrite, vraiment littéraire, on va dire. Voilà la genèse un petit peu de ce livre. Alors, je ne vous raconte pas la fierté de mon père et de ma mère quand je leur ai montré. Parce qu'on a choisi les photos ensemble aussi, je voulais vraiment l'humaniser. Comme ça, vous pouvez mettre un visage sur les personnages, parce que les personnages, eux, voilà, les personnages principaux ont vraiment existé et existent encore, Dieu merci, pour l'instant. Voilà, oui, mes parents sont encore en vie. Et je me suis dit, voilà, c'était important de pouvoir aussi, en tant que lecteur, de pouvoir mettre un visage sur tous ces noms un petit peu bizarroïdes, parce que c'est vrai que c'est des noms arméniens, c'est pas des noms qu'on a l'habitude d'entendre forcément, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer peut-être par des arbres généalogiques, comme ça on peut plus ou moins suivre qui est qui, et voilà, j'ai fait des arbres du côté paternel et maternel, puisque évidemment il y a les fratries aussi, et puis pour ceux qui ont lu le livre, vous avez pu constater que mon père, ses parents n'étaient pas mariés. Mon père était ce qu'on appelle un bâtard, chose qu'il a suivi toute sa vie. Un enfant naturel. Voilà, ça s'appelait comme ça l'a suivi toute Je crois qu'on a supprimé le terme bâtard du Code civil en 1983 ou 84. Oui, mais quand il était, voilà, quand il était à l'école, voilà, et quand il était à l'école, c'est vrai qu'on se moquait de lui. Voilà, hein, c'est les préjugés. Puis ça se comprend parce que bon, ma grand-mère, elle avait 16 ans quand elle a épousé un homme qui avait 40 ans de plus qu'elle. Lui, en plus, il a eu Alzheimer. Elle s'est retrouvée à 30 ans, toute jeune et toute fraîche, hein, j'ai envie de dire, avec un mari à l'hospice. C'était pas... Voilà. Alors, moi, c'est la question, c'est ça que je me suis posée. Parce que, donc, elle était mariée, et donc, un autre homme ne pouvait pas reconnaître les enfants. C'est ça. Voilà. Mais, il portait le nom quand même. Alors, oui. C'est ça. Oui. Donc, voilà. Parce que mon père a une sœur jumelle, évidemment, donc Suzanne, qui est toujours en vie, et un petit frère, Grégoire, qui lui est décédé il y a une quinzaine d'années. Donc, qui sont ses frères et sœurs du même père et de la même mère. Mais il avait aussi deux frères aînés, donc, qui eux étaient de l'autre grand-père, enfin de mon autre grand-père, parce que pour moi c'est quand même mon grand-père, même si je ne l'ai pas connu, et si je n'ai pas de lien de sang avec lui, parce que pour la petite histoire, donc les enfants de Jacques habitent à Marseille. Ils ont eux-mêmes des enfants et des petits-enfants. Donc on continue de se voir. Voilà. Et Serge, quant à lui, Sakis, lui, n'a pas pu venir en France. Il a émigré aux États-Unis, à Los Angeles. Donc lui, ils sont morts évidemment parce que, voilà, ils sont nés au tout début du siècle dernier. Et je garde toujours contact avec ses enfants et avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Voilà, on se connaît et on continue de se fréquenter malgré la distance et malgré le temps, parce que c'est la famille, pour nous, c'est sacré. Et pour répondre à votre question, effectivement, mon père, sa sœur et son petit frère ont porté le nom de Carapette, du mari de leur maman. Alors c'est parce que les gens ils le savaient, mais parce que sinon pour l'état civil ils n'étaient pas bâtards, malheureux, je veux dire. Oui. Voilà, c'est parce que à l'époque les gens ils restaient beaucoup. Ouais. Et les autres ils savaient ce qui se passait, mais pour l'état civil les enfants légitimes. C'est ça. Hein, voilà, c'est ça la question que je me suis posée. Oui, et alors aussi pour l'anecdote,
c'est que donc ils se sont appelés Maroutians pendant des années, hein, jusqu'à ce que nous revenions, enfin, moi je venais parce que je n'étais jamais venue, mais mon père, jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'on appelle l'immigration inversée, c'est-à-dire que lui il s'est battu pour revenir vivre dans le pays où il était né. Ah oui. L'immigration inverse, voilà. Oui. Oui. Alors que lui, il était né en France, et donc quand il est arrivé ici, il avait 36 ans, et c'est à ce moment-là que son père l'a reconnu. Et c'est à ce moment-là que nous avons changé de nom. Ah, voilà. Et que nous sommes devenus des Autioni. Et moi, je le raconte à un moment donné dans le livre, je ne savais absolument pas que j'étais née Maroutian. Je ne savais pas. Puisque dès que nous sommes arrivés en France, moi j'avais 5 ans. Et ça, donc, ce qu'on disait, c'est ma faute. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup changé. Je me mets un ruban sur la tête, c'est tout moi. C'est rien. Donc ça, c'est ma photo. C'est la photo de mon passeport quand je suis mon passeport soviétique. Et en fait, comme on ne pouvait pas mettre une photo d'un mineur sur un passeport, il fallait avoir la photo avec un adulte. Donc moi, j'ai la photo avec mon papa et ma sœur a la même photo avec ma mère. Et pour moi, c'était vraiment les 2 photos symboliques voilà, du départ et de l'arrivée ici. Et donc, quand je me suis mariée, l'état civil m'a demandé, quand on a publié les bancs, l'état civil m'a demandé un extrait d'acte de naissance. Et évidemment, étant née à l'étranger, il a fallu que je demande à Nantes. Et à l'époque, donc c'était dans les années 90, il n'y avait pas Internet, etc. Parce que maintenant, c'est instantané. Vous faites la demande en ligne, dans la minute, vous le recevez par mail, tout se passe très très bien. À l'époque, on recevait par courrier. Donc, une dizaine de jours après ma demande, je reçois le document en question. Et j'ouvre. C'était la première fois que je voyais mon extrait d'acte de naissance. Je ne le connaissais pas, ce document-là. Et je vois Alice Maroutian. Et j'avais une vingtaine d'années à l'époque. Et je dis à mon père, mais papa, ils se sont trompés. Et j'ai vu mon père devenir livide, le pauvre. Du coup, il a fallu, à cause de ça, que nous allions au tribunal pour faire modifier l'extrait d'acte de naissance, puisqu'il ne l'avait pas fait pour moi. Il l'avait fait pour ma sœur, qui s'était mariée quelques années auparavant, donc qui avait reçu ce document, mais qui devait le savoir, parce qu'elle est un peu plus âgée que moi, donc elle est un petit peu plus habité en Arménie, et peut-être elle a été à l'école là-bas, donc je pense qu'elle avait ce souvenir qu'on l'appelait Maroutian. Moi, non, jamais. Je connaissais à peine mon nom. Et il a fallu que nous fassions que nous demandions au tribunal donc de faire cette modification administrative pour que je puisse avoir le nom de la naturalisation. Ça s'appelle une naturalisation, de naturalisation sur mon extrait d'acte de naissance, parce que ça portait, enfin quand je suis allée pour publier les bancs, on m'a dit c'est pas vous. Est-ce que c'était pas le même nom? Et on se rend, et c'est pour ça que je vous dis, la géopolitique, elle a énormément influencé toute l'histoire de ma famille, parce que j'imagine que s'il n'y avait pas eu le massacre, j'habiterais encore quelque part où je ne serais même pas née, en fait. Oui, peut-être. Je ne serais même... Voilà. Peut-être à votre place. Voilà, tout à fait. Et on serait resté en Turquie, pourquoi pas, qui à l'époque était donc dans l'Anatolie, ce magnifique endroit, voilà.
Donc c'est vrai que dans l'histoire, moi je trouvais que cette histoire, souvent je dis que c'est la petite histoire de ma famille, mais qui est replacée dans la grande histoire avec un grand H, parce que forcément tous les événements, tous les faits historiques ont eu une influence à un moment ou à un autre dans notre famille, nous a forcés à la migration, nous a forcés à nous cacher, nous a forcés à changer de nom, parce qu'à la base, mon grand-père, donc mon grand-père paternel, son nom de famille c'est Grégorien. Mais quand il a pris le bateau pour partir, pour ceux qui ont lu le livre, lui est parti à New York. Quand il est arrivé, il s'est dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais, puisqu'il n'y avait aucun papier, qu'il n'y avait rien. Et il a eu l'idée, comme il s'appelait Arutun, et du coup il a noté sur les papiers, les nouveaux papiers d'état civil, Arutun, Arutunian. En fait, le Yan, ça s'appelle, voilà, c'est fils d'eux, et tous les noms quasiment, je pense qu'il doit quand même y avoir quelques noms arméniens qui n'ont pas le Yan final, mais 99% des noms arméniens se terminent par Yan, et voilà, c'est fils d'eux. Comme on a Son, Sen, Ben, Mar, Son, voilà, Dotir, voilà. Les hommes, c'est un autre. Oui, non, mais je veux dire, c'est une Oui, mais il y a une terminaison Oui. particulière. Et Souvent, c'est Son. oui, Son, c'est le Souvent, fils. au passage c'est un peu de la des nuit. frontières, les noms évoluaient. Voilà. Et puis, effectivement, donc, comme vous pouvez voir, j'ai quand même tenu à écrire, donc ça c'est mon nom, donc c'est le A, le L, le I et le C, hein, parce que ça c'est pour écrire Alice. Il y a, et donc ça, tout le reste, voilà, ne cherchez pas. Vous avez bien vu que ça n'est pas le même alphabet. Donc c'est pas l'alphabet cyrillique, c'est un alphabet qui ne sert qu'à écrire l'arménien. C'est ni l'alphabet hébreu, ni l'alphabet cyrillique, ni l'alphabet... Voilà, ça ne sert qu'à écrire l'arménien. Et j'ai appris récemment que... Donc il y a 36 lettres dans notre alphabet à nous, donc 10 de plus qu'ici. Mais il triche un petit peu, parce que vous voyez, nous, par exemple, le OU, en France, on va mettre 2 lettres. Et bien nous, on a une lettre spéciale exprès pour dire le OU. Après, ce que j'ai appris, voilà, c'est que, donc nous avons, pour vous donner une idée, nous avons 3 R différents. Voilà. Donc on a le R, le RE comme on a en France, hein, guttural. On a le R, qui est le R roulé comme ont les Russes, les Espagnols, etc. Et on a une lettre intermédiaire, qui est le E. Alors c'est une lettre, bon, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui ne l'a pas appris, entendu depuis sa naissance. Pour un Français, par exemple, c'est très compliqué à dire. Et nous avons plusieurs lettres comme ça. On a des lettres, on a plusieurs que. On a le que, c'est une lettre qui vient vraiment de la gorge, qui est très dure. C'est le que. Alors on a aussi des lettres très dures. On a le je, qui est une lettre aussi, le je. Mais on a aussi le ch. C'est une lettre très dure qui est. Voilà, par exemple, pour dire la mouche, on dit change. C'est pas change, c'est change. Vous voyez, c'est quand même des sons assez... Et alors, donc, une dame qui est arménienne aussi m'a expliqué que le fait que nous ayons tous ces sons très très différents et très particuliers, a priori, il y a eu des études qui ont été menées, bon, je parle sous son couvert, qui
disent que les Arméniens, ayant beaucoup de sons différents dans leur bouche, peuvent prononcer énormément de langues différentes. Voilà, le chinois par exemple, voilà, parce que c'est une question d'oreille effectivement, et une question aussi de... C'est là qu'on comprend quand même pourquoi on a des difficultés avec les langues étrangères. Voilà, parce que nous... Les langues latines, voilà, les langues latines, c'est vrai qu'il y a une certaine limitation au niveau des sons, et par exemple le R très roulé des Américains, par exemple, nous on y arrive. Alors que les Français ne vont pas forcément y arriver. Voilà. C'est peut-être une question de morphologie aussi, j'en sais rien, je ne peux pas vraiment vous dire. Donc, forcément, tout ça pour vous expliquer que quand on n'a pas le même alphabet et qu'on traverse la frontière et qu'on arrive en France, et quand on vous dit... Les noms ont changé, sont transformés. Voilà, c'est au bon vouloir de la personne qui a écrit, la personne de l'état civil qui a écrit le nom. Et c'est valable pour beaucoup d'autres. Tout à fait. Les Comoriens, les Corses, Bien tout le sûr. monde. Mon deuxième monsieur, ses parents, ils étaient italiens, quand ils sont venus à Forcalquier, ils se sont installés, les parents. Oui. Ils sont allés se faire déclarer, ils s'appelaient Villard. Mais là-bas, on disait Villardo. Ils ont dit, il a dit Villardo. Ça fait que celui qui est né en France, il s'appelait Villardo, et les autres, ils s'appelaient Villard. Oui, mais comme Il a eu des problèmes quand ses parents ils sont morts. ma grand-mère, pareil, à Marseille. Mon beau-père, c'était Monti, et ça a été transformé en Monte. Il venait de Sardaigne, c'est une parent. Et tu vois? Oui, c'est bien, c'est vraiment... Parce que quand tu le dis avec la prononciation d'origine, la dernière lettre, elle parle à... En Corse, c'est pareil. En Corse, c'est pareil. Donc, l'autre, il est transcrit. C'est ça. Et en fait, j'ai eu doublement, j'ai subi, entre guillemets, doublement cette chose-là, parce que le nom de mon mari, c'est Massoni, et c'est devenu maçon. Ah voilà. Et oui, parce qu'il était lombard, sa famille venait de Lombardie, et du coup, Massoni, il y a le i de la fin qui a sauté. Et pour Arutiunian, c'est Arutiunian, donc il manque une lettre. Ah oui, ça vous explique. Voilà. Et ça fait... Voilà. Et ça fait très bizarre, effectivement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, je n'ai jamais vu. Voilà. Et oui, parce que c'est une erreur de l'état civil. Bon, on n'allait pas se battre pour rajouter une lettre, hein, parce que déjà, 14 lettres, moi, autant vous dire qu'à l'école, j'ai appris quasiment l'alphabet rien qu'en apprenant à écrire mon nom de famille. Donc, c'était très, très bizarre à l'école. Parce que vous parliez... Vous parliez arménien ou russe? C'est ma langue, oui, c'est ma langue maternelle. Et donc à 5 ans, il a fallu apprendre, voilà. Mais à l'école, À c'était l'école. pas tout en russe. Non, Alors moi, je ne suis jamais allée à l'école en Arménie parce que l'école commençait à 6 ans comme ici. En revanche, j'étais à la crèche et c'est vrai que la langue officielle, c'était le russe. Mais, alors, vous savez, la langue, c'est quand même quelque chose de très vivant. Il faut savoir qu'il y a 2 ethnies chez les Arméniens. Il y a les Arméniens qu'on appelle d'Occident et les Arméniens d'Orient. Moi, je suis une Arménienne d'Orient, étant née en Arménie. Les Libanais, les Arméniens du Liban, les Arméniens de Turquie, les Arméniens de Perse, d'Iran, eux, ce sont les Arméniens d'Occident. Ils ont un autre langage que le mien. Moi, je comprends quand ils parlent, mais dès que je me lance à essayer de construire une phrase, l'accent est très très différent de notre... Nous, on a un arménien vraiment des montagnes, un peu brut, un peu, je ne sais pas, comme qui dirait ici, voilà, quelqu'un des montagnes, où voilà, on a cet arménien-là qui est complètement différent au niveau de l'accent. Et c'est vrai que ma mère, qui elle est née en Syrie, donc qui a appris l'arménien d'Occident,
quand elle est arrivée en Arménie soviétique, ben, elle ne voulait surtout pas qu'on... Parce qu'à l'école, par exemple, tout le monde parlait l'arménien que moi je parle d'Orient.